Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elle ne décolère pas contre l'équipe enseignante du collège Arthur Rimbaud de Montpellier, accusée d'avoir laissé faire. Contre les agresseurs qui se sont acharnés sur sa fille de 14 ans à la sortie des cours. La maman de Samara veut comprendre. Qu'est-ce qui a pu justifier une expédition punitive d'une telle violence? L'enquête devra démêler le vrai du faux. 3 mineurs sont en garde à vue depuis hier soir dans cette affaire. Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 à Montpellier. Elle a une amnésie partielle. Elle me demande de lui raconter ce qui s'est passé. On dirait une coquille vide. À Ciba, la mère de Samara ne reconnaît plus sa fille sur son lit d'hôpital. La conséquence d'un lynchage, d'une violence inouïe ce mardi. La principale mise en cause est une adolescente de 14 ans. C'est cet élève qui a fait l'appel à se retrouver devant le collège, vers le groupe de jeunes hommes qui l'attendaient. Et à partir de là, ça a été un déferlement de coups. Ils l'ont bousillé. Juste avant ce passage à tabac, Samara a vécu un harcèlement quotidien au sein du collège. Toute la journée, des insultes en arabe, karbad, voilà, ça veut dire pute. Elle est traitée de pute à longueur de journée, mais elle, c'était plus vivable en fait. Plus vivable, à tel point que la mère de famille avait prévenu le collège pour que des sanctions soient prises contre celle présentée comme la meneuse. J'ai alerté, ils ont pris des sanctions, comme les 2 jours d'exclusion. Et en fait, au final, quand je vois jusqu'à où cet élève est allé, c'est trop faible. Une élève placée en garde à vue hier soir, tout comme 2 autres mineurs. De son côté, c'est aujourd'hui que Samara devrait être auditionnée. À Montpellier, Charles Lhuillier, Europe 1. Et vous pourrez entendre le témoignage complet de la maman de Samara dans le journal de 8h. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, fait part de son émotion sur X. Et dans ce contexte, le Premier ministre Gabriel Attal organise une nouvelle réunion interministérielle aujourd'hui à Matignon autour de la sécurisation des établissements. 350 collèges et lycées sont concernés. Toujours pas la moindre piste dans l'enquête sur la mort du petit Émile. Les analyses scientifiques n'ont pas permis de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Une centaine de gendarmes restent mobilisés sur le hameau, mais c'est désormais en laboratoire qu'une partie de cette enquête va se jouer. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Oui, sur place, le dispositif commence à être allégé. L'unité cynophile spécialisée dans la recherche de restes humains a quitté le hameau du Haut-Vernay. Désormais, l'espoir de connaître un jour la vérité repose en partie sur le travail des scientifiques. Après avoir pu formellement identifier le crâne du petit Émile, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale poursuivent à Pontoise leurs analyses. Ils ont déjà relevé des traces de petites fractures, fissures, morsures post-mortem qui ne sont donc pas à l'origine du décès de l'enfant puisque survenu après sa mort. Mais une étude approfondie des ossements est en cours. Les experts de l'IRCGN vont aussi essayer de faire parler les vêtements d'Émile découverts ces derniers jours. Le t-shirt, les chaussures et la culotte que l'on a retrouvés éparpillés près d'un ruisseau et dans une zone difficile d'accès à 150 mètres en contrebas du chemin où la promeneuse est tombée sur le crâne de l'enfant. Mardi, le procureur d'Aix-en-Provence a également indiqué que 11 signalements récents doivent être vérifiés. 1696 renseignements par mail, lettres ou appel téléphonique ont été examinés depuis le début de l'affaire. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. En Bourgogne maintenant, le pic des inondations a été atteint cette nuit. Les habitants concernés ne sont malgré tout pas au bout de leur peine. Le département de l'Yonne reste en alerte rouge au cru. Le redout annoncé et l'absence de pluie va offrir un peu de répit aux sinistrés. Il faudra du temps avant que la rivière d'Armançon ne regagne complètement son lit. Un cauchemar pour Véronique. Cette habitante de Chablis essaie de sauver ce qui peut encore l'être. Reportage Inès Zegloul, envoyé spécial d'Europe 1 dans l'Yonne. Attention dans le garage, ça glisse, parce qu'il y a encore de la boue. Moi, j'ai pas fini là. Raclette en main, Véronique s'affaire. Je rate l'eau qui reste pour l'emmener dans les trous d'égout. Il y en a quand même pas mal encore, hein. Vous avez vu la couleur? Vous en voulez un verre? C'est pas du Chablis, hein. En fait, l'eau, on peut pas l'arrêter, mais elle, quand elle s'en va, elle nous laisse ce qu'il faut pas, quoi. C'est-à-dire cette boue épaisse abandonnée par la rivière sur son carrelage, et il y en a beaucoup. Il doit y avoir un mètre par là. Après près 15 cm, hein. Et le nettoyage, il est long. Oui, il va être long et fatigant. Et quand on commence à vieillir, on trouve ça un peu... Parce qu'après, dehors, je vais peut-être passer un peu le Karcher dehors quand même. Alors heureusement... Je suis pas toute seule, hein. J'ai quand même un fils, une fille et un gendre qui sont tout de suite pour moi. Face au cru, il faut de la solidarité. Oui, il vaut mieux. Tiens, je vais aller voir mon voisin en face tout à l'heure s'il a besoin. Mais attention, la sexagénaire est prudente. On attend. Elle qui craint que l'eau monte à nouveau. On va garder la raclette près de soi. Et je vous dis, je vais aller investir tout à l'heure dans un aspirateur à eau.
Je vais vous donner le balai après. Tiens, il est prêt là. À Chablis, Inès Zegloul, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Édouard Philippe, visé par une enquête du parquet national financier. L'ancien Premier ministre et maire du Havre est soupçonné de conflit d'intérêts. Les bureaux de la mairie et de la communauté urbaine perquisitionnés. L'enquête s'intéresse à la mission confiée à une association chargée d'animer la cité numérique du Havre. Lieu dédié à la création, l'accompagnement et l'hébergement de start-up notamment. Petit ou gros caillou dans la chaussure d'un possible candidat à la présidentielle 2027. Ni l'un ni l'autre. Édouard Philippe continue de faire comme si. Arthur Delaborde. Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on ne se montre pas inquiet et on tente de minimiser les soupçons qui pèsent sur l'ancien Premier ministre. Certains de ses proches laissent entendre qu'un règlement de compte politique ou personnel pourrait être à l'origine de cette affaire. Le maire du Havre affiche lui-même sa sérénité. Il n'a pas été entendu dans ce dossier ni été mis en examen. Cette enquête préliminaire, qui n'en est qu'à ses débuts, ne constitue donc pas à ce stade un obstacle sur la route menant à la présidentielle de 2027. Cela fait plusieurs mois qu'Édouard Philippe se prépare à être candidat en sillonnant les territoires, en rencontrant des élus locaux et en misant sur une stratégie de discrétion médiatique. Voir son nom associé dans l'actualité à des soupçons de la justice n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour lui en termes d'image, surtout au moment où il doit mener un combat politique pour exister face au Premier ministre Gabriel Attal, un rival de plus en plus sérieux dans son camp, dans la course à l'Élysée. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un délai supplémentaire pour la confirmation des vœux sur Parcoursup. Les candidats aux études supérieures ont jusqu'à ce soir 22 heures pour le faire. Un bug technique a empêché les lycéens d'accéder à la plateforme hier soir. Emmanuel Macron se jette à l'eau, pas encore dans la Seine, mais du côté de Saint-Denis. Le chef de l'État va inaugurer aujourd'hui le centre aquatique olympique. À 113 jours de la cérémonie d'ouverture, première inauguration du seul bâtiment construit spécifiquement pour les Jeux. Il accueillera les compétitions de water-polo, de plongeon et de natation. Il restera ensuite accessible pour le grand public après les JO. Visite guidée Martin Lange. Dernière finition à quelques heures de l'inauguration, mais le centre aquatique olympique est prêt. 2 bassins, un de 50 mètres pour le water-polo et la danse aquatique, un autre de 17 mètres surplombé par plusieurs plongeoires. Guillaume Benoît, le guide du jour. Les tremplins à 1 mètre ici, plateforme à 5 mètres, plateforme à 10 mètres, 7 mètres 50 et les tremplins à 3 mètres. Au plafond, une centaine de poutres de 90 mètres de long servent de charpente pour un toit ondulé. Une sorte de vague ouverte sur la ville. Laure Mériot, l'une des architectes du projet. C'était très important pour nous d'avoir un bâtiment qui donne envie de venir. On peut passer devant, mettre sa tête contre la vitre et se dire « ouais, ça a l'air super, vas-y, je vais prendre un billet ». Car après les Jeux, ce centre aquatique aura une seconde vie. Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Dans l'héritage, il servira pour la natation, pour les familles, pour les enfants. Il y a un enfant sur 2 qui rentre en 6e à Seine-Saint-Denis et qui ne sait pas nager. C'est très important dans la démarche qu'on a eue. Un bassin d'apprentissage a donc été imaginé sous les tribunes. Le CAO ouvrira ses portes au grand public en juin 2025. Tarif d'entrée 5 € pour un adulte, 3 € pour un enfant. Martin Lange, allez, un mot de football. PSG Lyon, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France le 25 mai à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Attention, ce ne sera pas au Stade de France. Les Parisiens vainqueurs hier soir 1-0 de Rennes en demi-finale. But de Kylian Mbappé. Et ils affronteront donc les Lyonnais en finale. PSG Lyon, oui, bien sûr. Vous l'avez dit, pardonnez-moi, mais j'étais pas sûr d'avoir bien compris. C'est très clair désormais, grâce à vous. Merci, mon Christophe Lamar. Et bonne journée. Il est 7h09.